toutes et à tous. Alors, on va peut-être se présenter avant de commencer. Donc, si vous voulez vous présenter en 2 mots. Donc, Anne Janson, j'étais responsable de la bibliothèque de géographie entre 2020 et début 2023, avant de partir en location pour être responsable de la bibliothèque de géosciences de Saint-Paul-de-Piste. Marc Lavigne, professeur de géographie physique ici dans la maison depuis 25 ans, donc la première mi-temps des 50 ans. Non, la deuxième. La deuxième mi-temps. Ça part bien, la deuxième mi-temps. Voilà. Et donc moi je suis Lydie Goldner-Gianella, je suis professeure à l'UFR de géographie, présente à l'UFR depuis 25 ans aussi comme Franck. Et actuellement je dirige l'UFR de géographie et c'est pour cela que j'ai eu la tâche de coordonner cet ouvrage lorsque je suis arrivée à la direction de l'UFR. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour une table ronde de présentation de cet ouvrage qui s'appelle Géographie en partage, qui évoque effectivement, comme Joël l'a dit, 50 ans d'histoire de l'UFR de géographie de Paris 1. Alors je propose qu'on fasse circuler l'ouvrage si vous voulez, mais j'aimerais bien le récupérer à la fin. Tout le monde l'a déjà lu. Tout le monde l'a déjà, peut-être. Donc si cet ouvrage a vu le jour, avant de commencer, j'aimerais remercier la BIS de nous inviter à faire cette présentation, parce qu'à l'UFR, nous n'avons pas encore eu le temps de la mener, donc je suis vraiment ravie qu'on puisse le faire ce soir, et on aura peut-être l'occasion d'en refaire une en juin ou en septembre. Alors si cet ouvrage a vu le jour, c'est parce que dans le cadre du jubilé de Paris 1, il a été demandé à chaque UFR d'écrire son histoire, depuis la création de l'université, donc depuis 1971. Cette histoire, elle n'a pas été écrite seule, elle a été écrite à 55, donc je tiens à remercier les 55 collègues de l'UFR, mais aussi des laboratoires de recherche ou de la BIS, qui ont accepté de co-rédiger cet ouvrage. Et je voulais remercier tout particulièrement Denise Pumin, parce que, outre les nombreuses pages qu'elle a écrites, elle a aussi relu l'ensemble de l'ouvrage avant sa parution. Et j'aimerais aussi remercier les anciens de l'UFR, parce que les anciens nous ont beaucoup aidés dans cette écriture et surtout nous ont aidés à retrouver des informations qui étaient très, très dispersées et très lacunaires, présentes dans des tiroirs de bureau jusqu'au fin fond des caves de l'Institut de géographie. Donc l'aide des anciens a vraiment été très, très précieuse. Alors grâce à cet effort collectif, on obtient un ouvrage qui n'est pas exhaustif mais qui est assez complet et qui sera sans doute utile pour l'histoire de la géographie, du fait de l'importance de l'UFR par sa taille, mais aussi par la grande diversité des géographies que cette UFR recouvre. Alors pour ceux qui le feuillettent, vous verrez que l'ouvrage se compose de 14 chapitres qui présentent à la fois la vie de l'UFR en général, mais aussi l'histoire du bâtiment, la bibliothèque, les différents laboratoires de recherche, les grandes filières de l'UFR dont on reparlera, certains masters plus particulièrement, mais aussi quelques matières pionnières en géographie comme l'analyse spatiale ou la réalisation de films. Donc vous découvrirez tous ces détails en parcourant l'ouvrage. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette table ronde finalement assez brève, on va se contenter de certains aspects seulement. Alors pour ma part, je vais présenter l'UFR dans ses grandes caractéristiques. Ensuite, je donnerai la parole à Anne Janson, qui est l'ancienne responsable de la bibliothèque de géographie et qui a surtout été co-auteur du deuxième chapitre de l'ouvrage sur la bibliothèque, Marie-Claire Aubic et Aude Deschênes, toutes deux ici présentes. N'hésitez pas d'ailleurs à participer aux échanges. Et ensuite, pour finir, je donnerai la parole à Franck Lavigne, donc professeur à l'UFR, et qui nous parlera de l'évolution de la géographie physique ces 50 dernières années, tant à l'UFR que peut-être aussi dans son laboratoire. Alors, pour commencer, on va évoquer les enseignants de l'UFR, les géographes de cette UFR, notamment les enseignants-chercheurs de l'UFR. Et pour ce faire, on s'est aidé d'une petite enquête qui a été conduite en 2022 auprès des titulaires et aussi d'une dizaine d'anciens qui ont accepté de nous répondre. Donc ça nous a permis de mieux comprendre leur particularité de géographe. 85% des répondants nous ont dit être géographes, se sentir avant tout géographes. Les autres s'estimant rattachés simplement à une autre discipline, comme l'aménagement par exemple, ou peut-être même à une autre discipline de sciences humaines et sociales. Mais certains revendiquent malgré tout une double appartenance entre géographie et une autre discipline. Cette enquête a aussi montré, mais on pouvait s'en douter vu la taille de l'UFR, que la totalité des branches de la géographie sont pratiquées à l'UFR, bien qu'évidemment on puisse noter des évolutions selon les périodes, avec des matières, des branches qui prennent plus ou moins d'ampleur au fil des périodes, je n'ai pas le temps de détailler. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons 75 enseignants titulaires, statutaires et doctorants qui représentent ces différentes branches et qui enseignent donc dans 7 parcours de licence, 4 mentions de master,
tout en participant aussi à l'encadrement des doctorants. Enfin, les répondants à l'enquête nous ont expliqué également ce qu'était pour eux la géographie, science de l'espace et du territoire. Alors ils nous ont souvent dit que c'était d'abord une science de la connaissance, mais que c'était aussi une science de l'action, qui devait soit aider à une amélioration des situations, soit conduire à la professionnalisation des étudiants. Voilà donc pour leur grande définition, enfin une sorte de définition collective de ce qu'est la géographie. Dans un second temps, je vais évoquer, mais rapidement, l'évolution pédagogique et administrative de l'UFR depuis 50 ans. Alors en commençant par les effectifs étudiants. Ces effectifs, si on les examine du L1 jusqu'au doctorat, ils étaient déjà importants en 1971, puisqu'ils atteignaient déjà 1000 étudiants vers 1971. Et puis, curieusement, après une baisse dans les années 70, ils ont, depuis une trentaine d'années, régulièrement oscillé autour de 1200-1300 étudiants par an. Et ça ne bouge plus depuis les années 90, c'est assez étonnant. Alors pour autant, au sein de cet ensemble de 1300 étudiants, on a eu des évolutions importantes, notamment pour le doctorat ou Master 1 qui ont vu leurs effectifs divisés par 2, ou à l'inverse pour les premières et deuxièmes années qui ont vu leurs effectifs multipliés par 2,5 depuis les années 90. Et en parallèle, au fil des décennies, on a vu aussi le nombre de diplômes évoluer, puisque ce nombre de diplômes proposés a été multiplié par 5. Concernant les enseignants, ce qu'il faut retenir, c'est que l'UFR a connu une augmentation de 50% de ses titulaires et statutaires en 50 ans. Alors ce sont notamment les professeurs dont le nombre a été multiplié par 2 depuis le départ. Et on a aussi vu l'apparition de Prague et de professionnels, appelés MAST ou PAST, à la fin des années 90. Au-delà de ces titulaires et statutaires, c'est surtout la catégorie des vacataires qui a considérablement évolué, puisqu'en fait leur nombre a été multiplié par 15 depuis 50 ans, pour atteindre aujourd'hui le chiffre de 250 à 300 par an. Cette augmentation, évidemment, est liée en premier lieu à l'augmentation des étudiants depuis les années 90, mais aussi à l'augmentation du nombre de diplômes, et elle est aussi liée à la professionnalisation croissante de certains diplômes, puisqu'on est obligé de recourir à des professionnels qui connaissent mieux les spécificités de certains métiers que les enseignants-chercheurs et chercheurs. Alors c'est surtout le cas en Master 2. À côté de l'évolution donc, des effectifs, des enseignants, on a aussi une évolution des fonctions administratives, et en particulier des fonctions du responsable administratif qui travaille aux côtés du directeur. Ces fonctions, elles étaient au départ, il y a une cinquantaine d'années, initialement techniques, puisque Parien était gestionnaire du bâtiment, mais elles étaient aussi administratives en relation avec la gestion des scolarités, de tous ces diplômes, de tous ces étudiants. Et puis petit à petit, elles sont aussi devenues financières, puisque du fait de l'apparition de diplômes plus professionnalisés, l'UFR a pu obtenir quelques ressources supplémentaires, ressources financières supplémentaires qu'il a fallu gérer. Et ensuite, ces fonctions, elles sont aussi devenues, elles sont aussi liées aujourd'hui à la gestion des risques de toute nature et puis à la gestion de la sécurité dans le bâtiment, puisque l'administration est souvent en première ligne face à tout ce qui peut se produire, un incendie, un blocage, une occupation, voilà. Donc les fonctions de responsable administratif ont beaucoup évolué. Et de ce fait, ce qui a évolué aussi, c'est l'importance du personnel non enseignant du l'UFR, puisque ce personnel non enseignant a lui aussi été multiplié par 2 en 50 ans. Il est d'ailleurs important de souligner que l'UFR ne fonctionnerait tout simplement pas sans son personnel administratif et technique, dont le rôle est absolument fondamental. Pour accompagner ces transformations, le bâtiment lui-même a évolué. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez. Les plus grosses transformations, elles remontent au milieu des années 2000, avec le départ des laboratoires de recherche qui ont quitté le rez-de-chaussée et les 3e et 4e étages, et ça a permis de gagner plus de 200 mètres carrés pour l'enseignement, ce qui a vraiment été formidable pour enseigner dans des conditions plus agréables. Voilà. Alors, au-delà de ces aspects administratifs et pédagogiques, j'aimerais insister maintenant sur les grandes orientations prises par l'UFR, et même choisies par l'UFR ces 50 dernières années. La première que j'aimerais évoquer, c'est la professionnalisation des diplômes, le choix d'aller précocement vers une professionnalisation des étudiants. C'est un choix qui était déjà existant dans les années 70, puisque très vite se sont développés des DESS,
Le premier d'entre eux, c'est le DESS de cartographie, qui est apparu en 1973. Ensuite, gestion des risques en 1993, puis en 2003, les DESS géopolitique et urbanisme et aménagement. Et puis, plus tardivement, on a aussi une licence pro, géomatique et environnement, en 2010. Autre innovation sur ce plan, c'est l'arrivée de l'alternance à l'UFR. Alors l'alternance, ça veut dire que les étudiants suivent à la fois des cours, mais travaillent aussi en entreprise. Et donc cette alternance est arrivée en 2010 à l'UFR, d'abord dans le master déjà cité de gestion des risques et des crises, donc master 2, et puis aussi dans les master 2 géopolitique et bioterre. Mais finalement, on peut aussi considérer que la création de licences spécialisées en aménagement ou en environnement dès les années 2000, ou même la création de licences bidisciplinaires, ont constitué un premier pas vers la professionnalisation des étudiants au niveau de la licence, mais c'était une ouverture vers d'autres disciplines, donc vers d'autres compétences. Et puis n'oublions pas qu'à l'UFR, on prépare aussi les étudiants au concours de l'enseignement, qui sont fondamentaux, qui professionnalisent une grande partie de nos étudiants, qui existent depuis toujours ici, avant même que Paris ne soit créé en 1971. Et j'en profite pour dire que la préparation à ces concours donne chaque année d'excellents résultats, tant pour le CAPES que pour les agrégations d'histoire et de géographie. Et enfin, cette professionnalisation, je crois qu'elle tient aussi au fait que très tôt à l'UFR, on a développé les sorties et les stages de terrain, on a accordé de l'importance au terrain, mais on a aussi accordé beaucoup d'importance aux outils, entre guillemets, de la géographie, qui aident à la professionnalisation des étudiants. Alors ça a démarré dès la décennie 70 avec la carto, l'analyse des données, la télédétection. Et puis ensuite, en 90, dans les décennies 90 puis 2000, on a enseigné aussi l'informatique, les statistiques, les techniques d'enquête, l'analyse physique du terrain au laboratoire ou les films documentaires. Outre tous les enseignements fondamentaux de géographie, et voilà. Donc une professionnalisation précoce, mais qui s'est constamment renforcée au fil des décennies. En dehors de la professionnalisation, l'UFR s'est aussi tourné vers l'interdisciplinarité. Et là encore, ça s'est fait dès les années 70, puisqu'à la rentrée 71, les étudiants géographes devaient déjà suivre pour un tiers de leurs enseignements une langue et une autre discipline. Donc dès le départ, voilà, ils avaient une autre discipline dans leur cursus. Mais l'interdisciplinarité a ensuite pris beaucoup plus d'importance que cela à l'UFR, avec presque une forme d'institutionnalisation en 86, et cela a commencé avec la création d'un magistère aménagement, et ensuite l'essor progressif de toute une filière aménagement et urbanisme, d'une L3 apparue vers 2000 jusqu'à un master, M1, M2. Une autre filière s'est développée aussi à l'UFR, donc en dehors de la géographie, donc on peut dire qu'en quelque sorte, nous on parle de filière, mais il y a en quelque sorte 3 disciplines à l'UFR, donc une autre filière, environnement cette fois, s'est constituée à partir des années 2000, et comme l'aménagement, elle couvre aujourd'hui 3 années, d'une L3 également apparue autour de 2000, à des M2, à 4 parcours de Master 2. L'interdisciplinarité, elle existe aussi en géographie, évidemment, et en particulier au sein du Master Géographie, qui se décompose en 5 parcours, que vous connaissez sans doute, d'INPED, d'INARIS, Cartagéo, Géoprisme et Géopolitique. Et ces 5 parcours, effectivement, ont tous une ouverture vers une ou plusieurs autres disciplines. Et enfin, il faut évidemment citer le Master MEF, qui prépare au CAPES, et qui, comme vous le savez, associe l'histoire et la géographie. Mais cette interdisciplinarité ne concerne pas que le niveau master, puisqu'elle, en fait, existe dès la licence. On a eu la chance de pouvoir créer au milieu des années 2003 double licences qui associent nos géographes soit à des historiens, soit à des économistes, soit à des juristes. Voilà, et donc on fonctionne à 2 UFR sur 2 disciplines. C'est parfois un défi, mais c'est aussi une chance pour nos étudiants. Enfin, l'interdisciplinarité, on peut aussi en profiter par nos partenariats avec d'autres établissements. Alors, on a des partenariats particulièrement resserrés avec Paris-Cité, Sorbonne Université, l'ENSG de Marne-la-Vallée ou l'ENS. Et enfin, cette interdisciplinarité, elle doit s'accroître, elle ne peut que s'accroître, parce que Paris 1 s'est associé récemment à 11 autres universités européennes dans le cadre de l'alliance UNA Europa. Et donc ces 11 autres universités travaillent dans des disciplines différentes. Et on va être amené à créer des diplômes interdisciplinaires avec ces
ces universités européennes. Voilà, donc une autre grande orientation de cette UFR. La troisième dont je voulais parler, c'est l'intérêt de l'UFR pour l'international. Alors effectivement, nous avons des liens resserrés avec 57 universités étrangères, dont 23 en Europe. Mais outre l'Europe, nous avons aussi des liens avec des universités d'Amérique du Nord et du Sud, ou d'Asie-Pacifique, ou du Maghreb et du Moyen-Orient. Et l'Alliance Una Europa, dont je viens de vous parler en Europe, va ouvrir encore de nouvelles portes à nos étudiants dans de nouvelles universités européennes. Donc ça, c'est vraiment une chance d'avoir des liens pratiquement avec l'ensemble du monde. Alors ça nous amène à accueillir 10% d'étudiants étrangers chaque année, environ 5 à 6% en licence, 5 à 6% en master et davantage en doctorat. Et à l'inverse, nos étudiants peuvent effectuer leurs recherches à l'étranger, leurs recherches de thèse, leurs recherches de master. Et on sait aussi que 7% des stages de nos étudiants, et je trouve que c'est beaucoup, se font à l'étranger, à différents niveaux. Donc une internationalisation qui est vraiment réelle, mais qui pourrait encore être renforcée, surtout pour des géographes, parce qu'en master, elle n'est pas très développée, et puis il est vrai qu'on pourrait aussi inviter davantage de professeurs étrangers, comme on le fait actuellement. La dernière grande caractéristique de l'UFR que je souhaitais évoquer, c'était ses liens avec la recherche. Et alors là, ce sera fait de façon un petit peu plus négative, parce qu'en fait, ce qu'il faut évoquer, c'est le faible lien de l'UFR avec les laboratoires de recherche. Et c'est assez étonnant parce que, à l'origine, dans les années 70-80, si on examine les comptes rendus du conseil de gestion, on voit que l'UFR parlait de recherche, s'occupait de recherche. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les laboratoires ont pris leur autonomie, se sont mieux structurés, ont vu leur poids se renforcer dans les années 90-2000, et donc il ne reste plus que des liens très ténus entre UFR et UMR, et notamment les 4 UMR de géographie. Alors pour tenter de contrer ce manque de stratégie scientifique commune, et pour tenter de contrer aussi l'éclatement de la géographie en 4 laboratoires distincts, il y a eu plusieurs tentatives de créer ici une maison de la géographie qui rassemblerait tous les enseignants-chercheurs. Mais malheureusement, les tentatives d'opérations immobilières des années 90 puis 2000 ont toutes échoué. Alors heureusement, d'autres évolutions ont permis finalement de contrer cet éclatement. D'abord, c'est la création du campus Condorcet, où se retrouvent aujourd'hui 3 des 4 laboratoires de géographie. Le 4e, le nôtre, étant à Thiers. Et puis, ce qui a aidé aussi au regroupement et à un dialogue plus renforcé des géographes au plan scientifique, c'est la création du CIST en 2010, puis du LabEx Dynamite en 2012. Donc en fait, depuis une dizaine d'années, certes, ce n'est pas l'UFR, bien qu'il s'agisse d'une unité de formation et de recherche, c'est donc pas l'UFR qui mène cette stratégie scientifique commune, mais néanmoins, les liens scientifiques se sont vraiment resserrés depuis 10 ans, et donc voilà, finalement, on a progressé sur ce plan. Alors pour conclure, je dirais que je reprendrai en fait les paroles de Christian Gracalou dans sa préface. Il nous dit qu'en fait ce demi-siècle d'histoire de la géographie à l'UFR de Paris 1 résume bien le parcours de l'ensemble de la géographie française, d'après lui, dans ces 50 dernières années. Pour lui, l'ouvrage tend en quelque sorte au géographe un miroir disciplinaire, c'est l'expression qu'il utilise. Alors, évidemment, on peut regretter que l'UFR se soit davantage concentrée sur la formation de ses étudiants, mais c'est une tâche qu'elle assume finalement avec beaucoup de dynamisme, de conviction, et aussi avec beaucoup de succès pour ses étudiants dont les taux d'insertion dans la vie professionnelle sont très élevés. Donc on ne peut qu'en être content. Et pour conclure, j'aimerais non pas finir sur l'ouvrage, mais j'aimerais en réalité remercier tous les membres du personnel, qu'ils soient enseignants-chercheurs, vacataires, chercheurs, personnel administratif et technique, parce que ce personnel, dans toute sa diversité, joue vraiment un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'UFR, et surtout un rôle essentiel pour les succès de l'UFR. Et donc voilà, j'aimerais les remercier tous, parce que sans eux, l'ouvrage n'existerait pas, mais l'UFR non plus. Voilà, merci. Et on souhaitait poursuivre en se posant mutuellement des questions. Donc Franck et Yann, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour ce premier temps. Il y aura ensuite un deuxième et un troisième temps dans cette table ronde. Allez. Alors moi, je vais
vous poser une question qui, pour tous les bibliothécaires, est une question vraiment très très classique. Qui Ouais. est comment fait-on pour organiser une coopération entre les enseignants-chercheurs, qui sont extrêmement pris, et ça on le sait bien, et les bibliothécaires, puisqu'en général, personne n'est géographe ici, on a rarement étudié dans la discipline de la bibliothèque dans laquelle on travaille. Donc souvent c'est des liens qui reposent sur des liens personnels en fait. Et puis après les gens partent en mutation, les enseignants-chercheurs peuvent partir aussi. Comment organiser ça d'une manière un peu plus systématique? Est-ce que vous avez des idées? Alors j'ai l'impression que ça a été un peu organisé peut-être à Tolbiac, dont je n'ai pas beaucoup parlé, qui accueille les étudiants de L1 et L2, parce qu'il me semble que régulièrement une ou deux collègues s'occupent un peu de donner des idées d'acquisition à la bibliothèque. Mais pour ici, je ne sais pas trop si des collègues se sont chargés de cela, peut-être plutôt au niveau master MEF ou agrégation, parce que parfois certains ouvrages étaient essentiels pour les concours. Donc j'ai l'impression qu'effectivement les enseignants n'ont pas le temps, mais on pourrait peut-être imaginer une solution qui serait de créer une petite charge de référent, de délégué aux relations avec la bibliothèque, puisqu'on a d'autres délégués dans l'UFR, qui ont sur des plans très variés. Donc on pourrait peut-être imaginer de créer cette petite fonction qui serait auquel on associerait quelques heures de service. Et alors la question qui est toujours la même, c'est qui va payer? Est-ce que c'est qui va payer ces quelques heures? Est-ce que c'est l'UFR? Est-ce que c'est la bibliothèque? Il y a peut-être un deal à trouver, mais ça pourrait être une piste à creuser. Tout à fait. Donc convaincre un collège de prendre en charge cette petite fonction pour plusieurs années. Voilà. Mais en le soulageant de quelques heures. Dans les pistes auxquelles j'avais pensé aussi, mais on n'a jamais mis ça en place, c'était peut-être avec maintenant les systèmes des EPI, les Moodle et autres plateformes, que les enseignants en début d'année, en général, distribuent une bibliographie à leurs étudiants et que cette bibliographie soit automatiquement récupérée pour la bibliothèque dans un espace. Ça déjà, ça pourrait nous permettre de vérifier pour les Ouais. On pourrait s'appuyer sur les services de numérique de Parian pour créer un système de versement automatique. Pourquoi pas, ouais. Toi, tu as des questions? Moi, j'ai réfléchi à deux questions. En fait, la première, sur l'internationalisation, tu disais qu'on avait beaucoup de relations avec plein d'universités, comme toutes les autres, je suppose. Ouais. Moi, c'est peut-être qu'une impression, parce que justement, je connais peut-être pas assez l'UFR, donc je vais lire le bouquin. Je tiens à vite. De manière un peu plus approfondie. Pour l'instant, je dois être à 4 chapitres. Il y a du tri sélectif au début. Donc j'aurai un peu plus de temps, là, c'est pas la bonne période. Mais j'ai l'impression que, justement, au niveau international, on était peut-être moins, comment dire, moins, bon, je sais pas si c'est le mot, mais c'était moins développé que dans certaines universités que je connais. Alors déjà, combien tu as dit, 7% d'étudiants étrangers ou je ne sais plus combien? Oui, 5 à 6%. Ouais. Dans certaines universités de province, c'est bien plus que ça. Mais bon, c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est pas une question de jugement. Mais j'ai l'impression que, à part les échanges Erasmus un peu classiques, j'allais dire, j'ai pas l'impression, ou alors c'est ma méconnaissance, qu'on a eu de grosses opérations internationales du style les gros programmes Erasmus Mundus et compagnie, des choses comme ça, un peu en avant-première d'une Europa finalement. Les choses ont changé avec une Europa, mais jusque-là, j'avais pas l'impression par rapport à d'autres universités qu'on ait eu cette politique. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi en fait? Et est-ce que c'est vrai? Parce que ça se trouve, je me plante. Non, mes connaissances. Je pense que c'est assez vrai. On n'a rien trouvé de tel dans les archives. Je n'ai pas forcément réponse à ta question, mais je me dis que peut-être les géographes en fait sont spécialisés sur des régions différentes, des pays différents. Et peut-être qu'il a été difficile d'en trouver plusieurs acceptant de travailler, par exemple de créer un diplôme avec une université spécifique, un diplôme international avec une université spécifique, puisqu'ils étaient un petit peu tous éparpillés. C'est un boulot de fou en plus. Voilà, alors l'autre difficulté aussi, ce sont les charges administratives et exponentielles, administratives et pédagogiques exponentielles des enseignants-chercheurs, et c'est vrai qu'ils sont peut-être un petit peu découragés et ils n'ont plus le temps ou l'envie de s'investir dans la création de diplômes internationaux. Mais en tout cas, au niveau internationalisation, c'est vrai qu'une Europa, je trouve ça, c'est
un appel d'air, enfin c'est vraiment une opportunité super effectivement à saisir. On est encore un peu, voilà, c'est assez récent, mais bon, le démarrage est un peu lent, il faut tisser le réseau, mais à l'avenir, effectivement, ça viendra, je pense, grâce à cette structure et les financements associés, parce que pour que ça marche, il faut... Mais on est comme tu le sais, en train de participer à la création d'un bachelor en développement durable, associant la géographie et l'économie pour Parian à d'autres disciplines de 4 ou 5 autres universités en Europe. Mais tu sais bien qu'en fait, même si tout le monde trouve ce projet intéressant, c'est bien qu'il existe des freins dont on a discuté collectivement. Et ces freins, c'est le manque de temps des enseignants, c'est le fait que les enseignants de l'UFR souhaitent quand même privilégier le français plutôt que l'anglais, qui serait sans doute la langue utilisée pour ce type de diplôme. Les enseignants m'ont aussi expliqué qu'ils avaient tellement de tâches à assumer que finalement c'était sans moyens supplémentaires, sans personnel supplémentaire, c'est difficile pour eux de s'engager dans de nouveaux diplômes, alors qu'on a déjà du mal à faire vivre les diplômes actuels. Voilà, donc je crois qu'il y a en fait des freins à la fois politiques et humains qui expliquent qu'on n'en ait pas fait plus. Mais bon, ça viendra peut-être. Et puis j'avais une autre question concernant la recherche, c'était ton dernier point. Tu trouvais que c'était ce qui est vrai, que les liens entre recherche et UFR se sont atténués nettement. Et ça, c'est assez différent de certaines universités, alors pas françaises cette fois-ci, mais étrangères, où moi, ce que j'ai l'impression, enfin, je connais certaines universités étrangères où on recrute. La question, c'est la question du recrutement. On recrute des gens sur leur spécialité, souvent de recherche. Alors j'ai l'impression que chez nous, globalement en France, je pense, on regarde l'emploi du temps, on regarde la maquette en fait, et puis où est-ce qu'il y a des trous, ou alors on remplace quelqu'un qui avait exactement, on cherche le même profil pour remplacer, pour faire les mêmes cours. J'ai un petit peu cette impression, alors qu'à l'étranger, souvent, la personne est recrutée, il a sa spécialité, et puis les cours vont s'organiser à partir de sa spécialité. Donc ça fait un peu de... je trouve ça pas mal, risqué, mais alors je ne sais pas si on pourrait arriver à faire ça en France, je ne sais pas si ça serait une bonne chose, parce que là on a quand même vraiment recherche, et on a 90% de nos étudiants qui font un parcours professionnalisant. Donc j'en sais rien, mais en tout cas c'est peut-être... ça pourrait renforcer les liens justement peut-être entre recherche. Oui, les liens scientifiques, oui. C'est une question que je me posais sur ce lien recherche et UFR, qui m'a l'air assez français, mais peut-être que vous autres qui avez l'expérience internationale, vous ne sentez pas ça, j'en sais rien. Moi j'ai ressenti. En tout cas, c'est une idée originale, et on pourrait peut-être aller vers ce type de profil dans le cadre des nouvelles chaires de professeurs juniors, et pas à l'UFR pour l'instant, puisqu'elles ont été refusées. Mais c'est un autre débat, ça. Au-delà de ces chaires, pour les autres types de postes, maître de conf ou de prof, je vois mal comment on pourrait recruter ce type de profil, parce que c'est vrai qu'on a des maquettes d'enseignement obligatoires qui ne sont renouvelées que tous les 5 ans. Et donc, si on se mettait à recruter des enseignants très forts en recherche, mais ne collant pas avec nos besoins en enseignement, ces besoins devraient être assumés par les autres, en fait. Donc voilà, ce serait... Dans le cadre actuel, qui est assez rigide quand même, c'est pas envisageable. Voilà, ça fige un peu le... Mais tu pourras en reparler en assemblée générale. Moi, je ne vais pas révolutionner le faire, mais non, c'était une idée, une question importante, je pense. Merci pour vos questions. Donc on va poursuivre cette table ronde pour un deuxième temps. Et donc je vais donner la parole à Anne Janson. Vous parler de la bibliothèque, puisque évidemment il y a des liens importants entre l'UFR et la bibliothèque. Et il faut aussi savoir que la bibliothèque ici occupe 40% du bâtiment. Donc elle a un rôle fondamental dans cette... Oui, 39% précisément. Donc elle joue un rôle fondamental dans ce bâtiment qu'est l'Institut de géographie. Tout à fait, et donc effectivement on était très contents d'avoir cette demande de Lydie de rédiger un chapitre sur la bibliothèque. Vous avez forcément lu tout l'ouvrage et vous avez remarqué que l'article était peut-être un petit peu hors sujet puisqu'il commence bien avant le cinquantenaire.
L'article commence à l'arrivée, je vais en parler, mais à l'arrivée à l'Institut Géo. Donc avant toute chose, c'était un article collectif. Il y a 3 autrices, Élie Deschênes qui était adjointe à l'époque de la rédaction de l'article. Et assez vite, on a sollicité Marie-Claire Romic, puisqu'en fait, tout ce qui se passait avant 1972, c'était vraiment compliqué de retracer. Et donc Marie-Claire, très gentiment, a accepté de rédiger toute la première partie du chapitre. Donc je vais évoquer ces points-là rapidement. Outre ces 3 autrices qui ont signé l'article, ça a été vraiment un travail collectif, puisque toute l'équipe de la bibliothèque a été mise à profit. Aude et moi, on était arrivés quand même assez peu de temps avant. Et donc les anciens de la bibliothèque, et notamment François Boutier, qui est ici, qui est là depuis 20 ans, je pense, pas loin, et que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, et qui est vraiment la mémoire de la bibliothèque, qui nous a beaucoup aidé, d'autres collègues également, et qui n'était pas un ancien, mais Sylvain, qui est ici et qui a été stagiaire conservateur il y a 2 ans peut-être. Je vous avais pas mal aidé aussi à rassembler des éléments. Et on a aussi invité Bernadette Joseph, que les anciens ont connu, qui est venue ici et qui nous a aidé aussi à retisser un petit peu le fil de tous ces éléments. Donc ce chapitre, d'un point de vue de l'historien, de l'historienne que je suis de formation, il est extrêmement classique dans son plan. On est parti des origines. Les origines, c'est avant l'Institut Géo, jusqu'à 1972, qui est la date de l'arrivée d'une bibliothécaire professionnelle, Bernadette Joseph, qui est restée 37 ans quand même. Ensuite, de 1972 à la rénovation des locaux en 1999, avec les autres espaces de l'Institut Géo. Et puis ce que j'ai appelé après les temps modernes, de 2000 à 2019, avec l'évolution de la bibliothèque vers le numérique, c'était l'époque du début des catalogues collectifs, de la rétroconversion. Et l'époque contemporaine, donc là, de manière très autocentrée à partir de 2019-2020, départ de Rachel Crépy, mon arrivée, Aude était arrivée 1 an avant, et tous les nouveaux projets et défis qui attendent la bibliothèque jusqu'à l'arrivée de Joël Garcia en 2023, il y a quelques mois. Donc à l'origine, vraiment à l'origine, les collections de la Sorbonne ont déménagé à l'Institut. Ces collections comportaient des livres, mais aussi beaucoup d'objets qui servaient à l'enseignement. On sait que Vidal portait un intérêt vraiment marqué au développement des collections. Dans ses carnets, il y a des listes bibliographiques. On sait qu'il a demandé en 1899 à la faculté une subvention pour acquérir des cartes. Le projet initial prévoyait une bibliothèque commune aux géographes des 2 facultés, sans mélanger les fonds, mais une bibliothèque commune. Donc, comme vous le savez, seules les collections de lettres ont été transférées de Saint-Jacques, probablement en 1925. On a un rapport d'Emmanuel de Martonne en 28 qui mentionne 6000 volumes, 3700 brochures, des cartes, des photographies sur support papier ouvert et des objets, notamment des reliefs. Il faut savoir qu'à l'époque, l'enrichissement des collections, c'est essentiellement des dons. Il y a assez peu d'achats, d'où la demande de Vidal d'une subvention. Nous, heureusement, on a une subvention tous les ans pour acheter des ouvrages, on n'est pas obligé de la demander de manière exceptionnelle. Donc à l'époque, beaucoup de dons et aussi des dons pour les cartes de service officiel étranger. Et puis des dons plus généraux, notamment la bibliothèque de Lucien Ravenot, qui a été un don très important. J'ai plus les chiffres ici, mais c'était vraiment très bon. C'est Louis. Louis. Oh, excusez-moi. Ah, c'est vous qui avez fait 3 fois. D'accord. Bah, mais j'ai pas relevé. Non, mais moi, oui. J'hésite. Donc voilà, je suis obligée de passer très rapidement, mais lisez l'article de Marie-Claire, enfin la partie de l'article qui est extrêmement détaillée. Donc en 1972, on arrive en 1972 et la bibliothèque reste un espace commun. Donc ça, c'est quand même quelque chose de l'Institut éclate entre 3 universités, mais la bibliothèque reste commune. Ça crée pas mal de problèmes administratifs encore aujourd'hui, mais ça reste commun. Et les 2 décennies qui suivent vont être marquées par une prise en main vraiment professionnelle, puisque Bernadette Joseph est la première bibliothécaire professionnelle. C'est une jeune géographe qui avait, comme elle l'a dit elle-même, échoué à l'agrégation en géographie et qui a passé le concours de conservatrice. Et quand elle a eu ce poste à l'Institut Géo, c'était évidemment pour elle le poste rêvé, puisqu'elle avait cette double compétence. Elle est restée 37 ans toute sa carrière, je crois qu'elle a juste avant une année, peut-être un an, je ne sais plus. Et donc elle a vraiment modernisé la bibliothèque de manière assez majeure. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Il y a un autre événement qui est très important, c'est en 1978 le rattachement de la bibliothèque de géographie à la BIS, la bibliothèque de la Sorbonne. Donc ça a été, il a fallu du temps, je vais en parler après pour que ça se mette vraiment en place, mais vraiment ça a changé la donne. Et d'après Bernadette Joseph, en termes de budget, notamment ça lui a permis quand même de bénéficier, de s'appuyer sur la BIS, qui est une grosse bibliothèque par rapport à cette bibliothèque-là, qui était vraiment une bibliothèque de proximité pour les géographes de l'Institut.
Donc au début de la rénovation, à l'issue de la rénovation des locaux, un fonds d'ouvrage et de périodique en libre accès est mis à la disposition de l'ensemble du public. Ça paraît évident, sauf que le fait que les étudiants aient accès à l'ensemble du fonds, ce n'était pas forcément le cas avant. Il y avait des manuels pour les étudiants, mais la plupart des ouvrages un peu plus élevés, on va dire, étaient réservés aux enseignants. Donc il y a une deuxième salle de lecture qui donne sur la rue Saint-Jacques qui a été inaugurée. Avant, il n'y en avait qu'une, avec un escalier intérieur. Avant, il n'y avait que l'escalier extérieur de l'Institut. Des bureaux aménagés au premier étage. Enfin, c'est la bibliothèque telle que vous la connaissez maintenant. Mais certains se souviennent de la bibliothèque avant, notamment les collègues de l'équipe qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont à faire. Alors, au niveau national, la bibliothèque a été réinitiée depuis 1983. Elle devient CADIS. Donc, le CADIS, c'était le Centre d'acquisition et de diffusion d'informations scientifiques et techniques. Donc, c'était par discipline. Donc, c'est des bibliothèques qui étaient pilotes au niveau national pour leur discipline. Donc, un rôle très important qui permettait de bénéficier notamment de crédits et des exemplaires du dépôt légal aussi de la BNF. Ces CADIS sont remplacés en nombre par le dispositif Collex Percé, parce qu'il faut changer de temps en temps les noms des dispositifs pour remplir les nouveaux appels à projets, sinon c'est pas drôle. Donc évidemment la bibliothèque a été labellisée Collex pour la géographie ici. Un petit détour, si on peut dire, par le patrimoine, donc la mise à jour d'une collection patrimoniale, puisque c'est peu après l'arrivée de Bernadette Joseph que l'un des magasiniers découvre dans la réserve des documents, M. Denisard, découvre dans la réserve des documents précieux et extrêmement précieux, puisqu'en fait ces archives sont notamment les manuscrits de Vidal et de Martin, qui étaient là, comme ça on ne savait pas trop qu'ils étaient là, et le legs Ravenot aussi en partie. Donc évidemment ces archives sont fondamentales pour l'histoire de la discipline. C'était vraiment quelque chose de très très important. Elles sont ici, les archives de Martin dans la réserve. Elles ne sont pas cataloguées, elles ne sont pas signalées. Il existe un inventaire qui a été fait par Marie-Claire au début des années 80, si je ne dis pas de bêtises, inventaire manuscrit. Et donc en fait, comme c'était signalé nulle part, c'était que du bouche à oreille, savoir que ces archives sont détenues quand même par la bibliothèque. Donc quand on avait une demande d'un chercheur, il y a Hugo Cupry qui est là, je crois, qui nous avait sollicité en disant est-ce que par hasard il y a ça ou ça dans les archives. Je m'empressais de transférer le mail à Marie-Claire. Bon, on a essayé de sortir quand même de ce type de signalement qui était pas forcément idéal. Et je suis très très contente d'avoir appris par Joël récemment que la demande de subvention faite à la BES avait abouti et qu'un archiviste allait enfin être embauché pour signaler ces archives qui bientôt sont magnifiquement signalées en détail dans Cala, mais on pourra tous aller voir très précisément ce qu'il y a dans ces archives. J'ai consulté aussi, puis elles seront numérisées. Mais alors, un jour. Donc voilà. Et également pour ce qui est de la valorisation du patrimoine, ça fait quelques années que la bibliothèque mène avec le service de la valorisation de la BIS un projet en partenariat avec l'équipe de l'UMR Géographicité des valorisations des sources de l'école française de géographie. Donc, vous savez certainement qu'il y a eu des expositions virtuelles, il y a eu la numérisation de carnets de Vidal donnés par la famille il y a peut-être une dizaine d'années. Donc allez voir sur Numibis, la bibliothèque numérique de la BIS, sur le site de la BIS, il y a plein de choses très très jolies là-dessus. Donc voilà, donc cette bibliothèque se positionne comme une ressource majeure pour l'histoire de la discipline, ce qui crée aussi, par rapport à ses missions qui sont évidemment de desservir les besoins des enseignants, des chercheurs et surtout des étudiants, ce qui pose des questions, on y reviendra après. Surtout que là, je reviens donc dans mon suivi chronologique, dans les années 90, l'heure est à l'informatisation et au partage des catalogues. Certains se souviennent peut-être de Sibyl. Moi j'ai connu Sibyl, j'étais étudiante, je trouvais ça génial. Donc Sibyl, ancêtre du Sudoc. À partir de 2002, la bibliothèque de Géo catalogue ses livres dans le Sudoc. Et à partir de 2013, elle entreprend de signaler dans le Sudoc toujours ses collections de cartes non cataloguées, avec une subvention de la BES qui paye le salaire d'une bibliothécaire adjointe spécialisée depuis cette époque-là. En 2022, c'est à peu près la moitié de nos documents cartographiques qui sont signalés dans le Sudoc. Donc uniquement la moitié. Donc il y a encore du travail pour longtemps, très content que la BES nous soutienne là-dessus. Au début des années 2000, la bibliothèque rejoint le réseau GéoRéseau, qui fédère les cartothèques universitaires. Et vraiment ce réseau naît du constat que les cartes, c'est un support qui est compliqué à gérer pour des bibliothécaires qui ont l'habitude de gérer des livres. C'est pas le même format, c'est pas les mêmes données. Le Sudoc n'est pas très adapté, je vais revenir dans une seconde, puisque la transition, c'est qu'effectivement, aussi bien les bibliothécaires mais les chercheurs aussi se rendent compte que le signalement des cartes du stock n'est pas du tout adapté pour signaler les cartes. Il y a une petite zone de données géographiques à calculer, qui est la zone que n'aiment pas en général les catalogueurs,
mais c'est pas très adapté, il n'y a pas d'accès spatial, alors que la carte est quand même un objet spatial. Donc le projet Cartomondi est initié par Jean-Luc Arnaud, qui était dans l'université Aix-Marseille, qui était allé démarcher, mais rassembler à sa cause à la fois Bernadette Joseph, donc directrice de la bibliothèque ici, et Isabelle Cloître, qui était la directrice de la cartothèque de Jussieu, dans le côté géosciences. Voilà, c'est un projet qui est en cours de parvenir à l'interopérabilité des données entre Cartomondi et Sudoc, pas saisir dans les deux supports. Donc c'est en cours et surtout maintenant il y a un financement collectif avec le projet Ouvrir Cartomondi. Et il y a des ateliers d'ailleurs de signalement qui sont Aude, qui s'occupait beaucoup des cartes, enfin des responsables des cartes quand elle était ici, on a organisé, et qui rassemble des cartothécaires, des différentes cartothèques. Donc il y a une espèce de maison de la géographie qui rassemble au niveau des cartes, puisqu'il y a des collègues donc, d'une nouvelle équipe de géosciences qui sont venus ici, et aussi des gens de la BNF, du département de cartes et plans, des gens de la cartothèque de Saint-Denis aussi, qui est quand même très bien achalandée. Voilà, en 2009, Bernadette Joseph part après 37 ans de bons et loyaux services, arrive Rachel Clopi, que vous avez connu, qui est restée une dizaine d'années. Juste pour donner une estimation du développement des collections, juste pour les monographies, en 2019, on a 169 000 titres d'imprimés signalés dans le Sudoc, contre 80 000 en 2003, et Martin, si vous vous souvenez bien, en signalait 6 000. Quand même une grosse inscription. Il y a 2700 inscrits en 2019, avant le Covid, 70% en master, 35 000 entrées par an et 7 500 prêts. En 2019, le catalogue de la bibliothèque de Géo, qui s'appelait Martin à l'époque, évidemment, est versé dans celui de la BIS. Ce qui est assez amusant, c'est que les équipes, moi je suis arrivée juste après, mais les équipes se réfèrent à cet événement comme la fusion. Alors que la fusion, elle est administrativement, elle est là depuis 1978, mais ça montre à quel point les catalogues sont devenus vraiment la base, le support de l'organisation des bibliothèques. Il y a vraiment un très fort impact sur le rapprochement et l'alignement des procédures entre les deux sites. Voilà, donc en 2020, enfin moi je suis arrivée en 2020, on était en fin 2018, c'est ça. Il y a vraiment impulsé par Aude d'une dynamique de valorisation de la cartothèque, qui est l'une des principales cartothèques universitaires de France, après universitaire, la première, puisqu'il y a les départements des cartes et plans quand même, donc on est très très jaloux. Quand j'étais allée voir leur expo, je me suis dit, oh là là, quand même des choses extraordinaires, c'est la BNF. Et donc Aude a vraiment lancé un gros travail, je ne vais pas trop revenir dessus en détail, et ça a donné lieu entre autres à l'exposition 2022 qui a été préparée par Sylvain qui est ici, et qui s'appelait Inventer l'Indochine, cartographie de la ville de la guerre. Donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vu, et c'était une très très belle expo, et ça a été, on était vraiment très contents de pouvoir présenter ça en pleine sortie de Covid, 10 jours avant l'expiration du pass sanitaire. Un super timing. Et on avait un trait, donc c'est deux élèves bibliothécaires de l'ANSSI, un conservateur bibliothécaire, donc Sylvain, et puis Christelle Mazet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a, elle, vraiment fait la mise en œuvre de l'exposition. Avec un comité scientifique, avec Jean-Luc Arnaud, Gilles Balski, Marie-Claire Robic et Marie Durugy. Donc quand même, on avait un très beau casting. Donc en conclusion, j'ai parlé pas mal du passé, mais il y a beaucoup de pistes qui interrogent l'avenir. Donc il y a notamment l'avenir de la documentation électronique en géographie, notamment en cartographie. La question de la cartographie nativement numérique, qui se pose de plus en plus. Des cartes qu'on achetait en papier, puis en fait elles n'existent plus en papier, on dit elles sont numériques. Elles sont parfois en accès libre, parfois non. Quand c'est pas en accès libre, est-ce qu'on va payer un service comme pour les ressources électroniques en général? Est-ce qu'on paye un abonnement ou est-ce qu'on paye un archivage pérenne? Pour les concours et pour l'enseignement, souvent les enseignants ont besoin de papier. Donc en fait la carte numérique pour les Grecs, ça ne marche pas. Donc ça pose plein de questions. Je vous renvoie au mémoire de Quentin Mercurol, qui est un géographe qui est devenu conservateur de bibliothèque et qui a fait un mémoire qui est en ligne sur le site de l'ENSI, donc j'ai plus le titre en tête. Si vous tapez Quentin Mercurol, après la carte. Comme ça, il y avait un sous-titre pour cette méthode. Voilà. Donc la question aussi de la réorganisation des enseignements et de la proximité des collections physiques pour les étudiants, et aussi la place possible pour des actions collectives sur la cartographie, notamment avec ce projet Ouvrir Cartomondi qui rassemble effectivement des cartothèques de diverses universités en recréant en fait une action collective sur un site. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Alors, moi j'ai une première question à vous poser qui concerne justement l'ouvrage.
Parce qu'en fait, cet ouvrage, finalement, il montre que la géographie qui se pratique à l'UFR est extrêmement large. Et je me suis demandé si vous aviez conscience, en fait, de l'éventail des géographies qui sont enseignées et pratiquées ici. Ou si l'ouvrage, justement, ne peut pas constituer pour vous, à la bibliothèque, un outil pour mieux comprendre ce qui se fait à l'UFR et qui peut-être faciliter vos acquisitions. Si, tout à fait. Alors, je regarde François parce qu'effectivement, la réponse est que non, moi je n'en avais pas conscience, mais j'avais que peu d'ancienneté dans cette bibliothèque. François, certainement beaucoup plus. Puisque François, depuis 20 ans, a catalogué les livres et puis les achète aussi pour le français, les choisit. Il a quand même une très bonne connaissance de la discipline et des enseignants. Mais c'est sûr que je pense que ça sera pour des collègues qui arriveraient aujourd'hui et qui auraient peu de connaissances, ça serait vraiment une base très importante. Mais ça remplacera pas comme on disait tout à l'heure, le lien direct. C'est ça. Et toi, Franck, tu as peut-être une question aussi? Merci, moi j'axe un petit peu plus sur la géographie physique. J'ai le gros énorme intérêt de la bibliothèque, c'est surtout les fonds anciens. Parce que maintenant, en géographie physique, tout est numérisé, nous on fonctionne beaucoup par des revues, on est moins en moins bouquins, on va dire, c'est assez spécifique, on se rapproche un peu plus des géosciences, on va dire. Mais par contre, les fonds anciens sont super précieux. J'avais une collègue, je me rappelle, qui travaillait au Vietnam, historienne, qui avait plein de textes anciens en chinois, en vietnamien. Et comme c'était une colonie française, elle m'a demandé, elle est australienne, elle m'a demandé s'il existait des cartes anciennes, etc. Parce qu'elle, évidemment, elle ne pouvait pas y avoir accès. Et donc, évidemment, je suis venu à la bibliothèque. J'ai trouvé des trucs vraiment super, je ne m'imaginais pas que c'était si riche. Et en fait, la question que je me pose, c'est... Enfin, il y a deux questions. C'est concrètement, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fréquenté la bibliothèque, j'ai honte, hein, surtout que je vais dire ça maintenant devant tout le monde, mais c'est vrai que ça fait un certain temps. Mais comment c'est classé concrètement? Il y a les cartes sont avec les cartes, les photos, il y a un fond photographique spécifique, un fond carte spécifique, vieux bouquin spécifique, ou alors c'est par région, c'est par... tout le monde a la réponse ici, mais moi j'ai pas... Je vais vous répondre. Et une deuxième, c'est est-ce que les photos sont... On parlait de numérisation, les photos anciennes sont numérisées ou est-ce que c'est prévu avec le nouveau fond? Ou les cartes, on vient d'en parler, donc c'est pas l'heure du jour. Mais en tout cas, les photos, ce qui est plus facile à numériser, mais ça prend du temps. C'est une autre question finalement. Ouais, il y a pas mal de points. Sur comment c'est classé, j'aurais tendance à dire consulter le catalogue, comme on dit, mais je vais détailler un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qui est catalogué, donc dans le SUDOC directement, et ce qui ne l'est pas. Pour ce qui ne l'est pas, effectivement, il faut se référer à la parole du bibliothécaire. Les cartes sont à part, il y a des magasins de cartes et des magasins de livres. Ça peut être dans le même magasin, mais on ne peut pas les mettre complètement ensemble, vu les meubles à cartes, évidemment, c'est pas les étagères. Les cartes, je vais te laisser répondre après sur les cartes si tu t'en souviens, mais en tout cas, il y a un classement qui est pour les livres qui est simplement, parce qu'en fait, vous avez remarqué quand même dans la bibliothèque, il y a très peu de livres en libre accès. On dit toujours aux étudiants qu'il y a, je ne sais plus, 90%, je crois, des livres qui sont dans les sous-sols ou dans des magasins qui sont fermés. Donc là, le classement n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la cote pour nous, pour aller vous chercher le livre. Donc après, le classement, vous avez énormément de choses dans le catalogue, et puis si vous ne trouvez pas, il faut nous écrire et puis nous dire. Et puis si vous avez besoin d'aller fouiller dans les collections de cartes, c'était le grand projet de Aude, c'était d'ouvrir un des magasins au 10e étage de cartes aux enseignants sur... Ça a été génial. C'est ça. On veut voir, on travaille beaucoup sur les évolutions du paysage. Le service, c'est en cours, on continue les projets qu'ont lancés Anne et Aude. Et alors en fait, les magasins de cartes, on en a à tous les étages en fait, au 2e, au 1er et au sous-sol. Mais c'est vrai qu'on voudrait effectivement essayer de mieux faire connaître ces cartes. Et du coup, je me permets déjà un début de réponse par rapport à la deuxième question. La bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne est en train donc d'instruire un accord cadre de numérisation pour les 4 prochaines années. Et dans le cadre de ces plans de numérisation, nous projetons de poursuivre la numérisation des archives de Marton et de Vidal-de-la-Blache qui avaient déjà été entreprises, mais aussi de numériser les cartes, notamment les cartes qui comportent des annotations manuscrites, et aussi les photographies
photographie sur plaque de verre, diapositive et tirage papier. Donc en fait, dans les années à venir, on aura les moyens, en tout cas techniques, et on espère aussi arriver à trouver des moyens financiers grâce à différents partenaires pour pouvoir numériser, poursuivre la numérisation de ce patrimoine dont on se rend compte dans ces domaines qu'il est justement de plus en plus intéressant pour les chercheurs d'aujourd'hui. Merci. Pardon, j'ai répondu du coup, mais... Ah non, mais c'était parfait. C'était parfait. Moi, je voudrais juste compléter parce que vous parliez de la documentation électronique que maintenant tout se faisait surtout en géographie physique avec des revues en ligne. Mais il ne faut pas oublier que les bibliothèques, c'est pas que des livres. Maintenant, c'est beaucoup la documentation électronique qui nous prend une très grosse partie de notre budget parce que, comme vous le savez, notamment en sciences dures ou ce qui s'en rapproche, c'est extrêmement cher. Et que ces revues en s'y abonnent. Vous avez accès à la fois par le Bibliothèque Paris 1, puis par le site de l'ABIS à des ressources électroniques. Et surtout par rapport à ce que si jamais il y a des revues, surtout pour vous qui êtes en géographie physique et qui sont un petit peu à la limite des sciences dures et des SHS, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, il faut nous les suggérer. Alors ça se trouve, on va vous dire non, c'est hors de prix. Oui, c'est souvent cher. Mais peut-être qu'on pourra faire passer ça aussi, et notamment au niveau de l'université. Il faut surtout pas vous dire ah ben non, la bibliothèque ne va pas, je vais voir mon labo. C'est ce qu'on dit aussi aux étudiants, puisqu'ils payent des frais, donc on leur dit profitez de nos ressources électroniques. Mais voilà, si vous avez des revues qu'on n'a pas, je vous encourage vraiment à écrire à Joël avec les titres que vous voulez, et puis on verra si on peut vous les obtenir dès demain. Mais au sujet de la géophysique, il n'y avait pas une partie pris que c'était plutôt géosciences qui acquérait les collections et que nous on étendait plutôt sur la géo-humaine. Je ne sais plus à quel moment, je crois que c'est Rachel Crépy qui avait laissé cette empreinte. Il faudrait demander à François, mais il me semble qu'en tout cas... C'est plus une tendance, disons, qu'avec la partie pris. D'accord. On ne peut pas totalement scinder, on ne pourra jamais totalement scinder les deux. Donc évidemment, il y aura plus de géographie physique à géosciences, mais on en conservera toujours et on en acquérera toujours un petit peu quand même à la bibliothèque de géo. C'est vrai qu'on est aujourd'hui beaucoup dans la réflexion sur la politique documentaire, et comme disait Lydie tout à l'heure, pardon, j'ai commencé à intervenir. Non, très bien. Excusez-moi. C'est vrai qu'on va très probablement dans l'année qui vient mener une enquête auprès des enseignants, parce que c'est notre façon aussi de nouer des liens, justement ça reconnaître quels sont leurs besoins pour nous aider en fait à affiner cette politique documentaire et cet équilibre entre géographie humaine et géographie physique. Et c'est là où l'intérêt collectif, y compris tant qu'on n'a pas encore refusionné toutes les universités pour refaire la Sorbonne en 68, il y aurait vraiment intérêt, c'est vrai que je suis au bout de la rue, qu'effectivement quand ça va être vraiment trop géosciences, trop scientifique, la bibliothèque du géo ici ne va pas acquérir, mais avec l'idée que les étudiants peuvent quand même remonter la rue et éventuellement les collections de Sorbonne Université, elles sont en accès libre, et l'inscription est gratuite si les gens justifient leur intérêt pour les collections. Donc c'est c'est vraiment... mais il n'y a pas tant de liens que ça, et c'est pour ça que c'est très très bien finalement que comme je suis partie à Géosciences et que je vais ici, qu'on garde des liens, puisque ça favorise vraiment le travail commun au-delà des institutions qui sont séparées. Juste pour rebondir, vous parliez d'équilibre, on ne demande pas un équilibre, nous on est tout petit ici à l'UFR en géographie physique, mais effectivement quelques revues clés qui ne sont pas que physiques. Maintenant, bon, j'en parlais tout à l'heure. Tu peux en parler tout de suite. Bon, j'en parlais tout de suite. Mais bon, les choses évoluent, quoi. Mais il y a c'est vrai que des revues, je pense en anglais à Natural Hazards, par exemple, sur les risques naturels, c'est ça ratisse large, quoi. Des articles très, on va dire, géosciences dedans, et des articles très sociaux, perception des risques, ça rentre dedans, quoi. C'est dans la science des risques. Bon, je vais en parler un peu justement. Oui, juste par rapport à ce que vous disiez, est-ce que, donc, voilà, si vous estimez que la bibliothèque n'est pas assez pourvue en géographie physique, surtout dites-le, et ce que je me demandais, c'est si vous envoyez vos étudiants dans d'autres bibliothèques. Certaines, mais bon, la BNF, parce que la BNF, ils font absolument énorme. Souvent ici, effectivement, récemment, on travaillait sur l'évolution du littoral, comme il dit d'ailleurs, donc pour travailler sur un truc bien précis. Alors on ne peut plus les envoyer à côté, à la bibliothèque de l'Institut océanographique, parce qu'elle n'accueille plus nos étudiants.
C'est dommage pour les littoralistes. Et donc là, on a trouvé 2 thèses des années 60, donc c'était génial parce que eux avaient fait, chaque doctorant de l'époque avait tracé ça, donc c'était introuvable ailleurs. Donc c'est pour ça que je disais, plus c'est ancien, plus ça intéresse les géographes physiciens d'ailleurs. Parce qu'on ne trouve pas ailleurs tout simplement, et puis parce qu'on remonte nous sur des pas de temps assez longs. Juste, il y avait une question sur le classement et l'organisation du magasin. Vous m'avez demandé sur mes souvenirs d'il y a 2 ans. Le magasin des monographies, effectivement, avait une organisation qui était un peu au fil des acquisitions, sans vraiment classement. Par contre, moi, j'ai travaillé sur les cartes. Il y avait quand même un classement assez précis avec une cotation qui correspondait à des pays, des aires géographiques et des échelles qui étaient assez intéressantes. On pouvait apprendre dans le magasin qui est juste derrière ce mur, ou pas très loin. Et par rapport au fonds ancien, c'est vrai que c'est une bibliothèque universitaire, mais qui en fait a toutes les caractéristiques d'une bibliothèque de recherche et d'une bibliothèque patrimoniale, parce que le fonds de carte est vraiment un fonds patrimonial aujourd'hui. Voilà, on va bientôt signaler dans Calam des archives de Marton et du lac de la Glache qui seront numérisées et mises sur une ville, j'espère, mais aussi dans beaucoup de l'ancien du patrimoine qui concerne la géographie, aussi un peu l'histoire. Mais en tout cas, pour compléter ce que dit Sylvain, ça peut être une enquête même pour les bibliothécaires de chercher par rapport aux demandes des enseignants-chercheurs. L'équipe est très demandeuse d'avoir ce genre de demande, mais ça peut prendre un moment. On a parfois enquêté chercher des cartes. Même nous, dans la classification, ça reste une enquête, même pour nous. Puis après, il y a tout en cartothèque, il y a un gros travail de maintenance. Il y a énormément de dons qui n'ont jamais été intégrés. Donc, voilà, ça peut prendre du temps d'aller investiguer sur ce qu'il y a dans les collections. Et on parlait de la perte de lien entre l'UFR et les UMR et la recherche, mais la bibliothèque a un grand potentiel de valorisation en termes de recherche. C'est pas seulement une bibliothèque d'études. En plus, c'est plutôt ouvert à des masters ou des gens qui ont déjà un pied dans la recherche. Mais c'est vraiment une bibliothèque de recherche. Nous, justement, les besoins, effectivement, c'est plus côté recherche, côté enseignement. Et même dans les monographies, j'ai souvenir aussi quand on a travaillé sur l'exposition, par exemple, qu'il y a des thèses anciennes qui ne sont pas forcément numérisées, pas forcément trouvables. On a travaillé sur des thèses de bouquins qui sont au CPES. Il y a aussi des ouvrages qui sont pas que du côté des cartes et des archives, mais des ouvrages de recherche qu'on ne trouve pas partout, qui ne sont pas sur les bibliothèques numériques. C'est très juste que d'ici là, parce que vous n'avez peut-être pas conscience de ça, c'est que en fait, comme la plupart des bibliothèques du centre de Paris, on n'a pas de place, et il y a la moitié de nos collections, pour la niveau de la Bisse, je ne sais pas pour la géo, mais qui sont au CTLES, donc à Bussy-Saint-Georges, de la vallée, que vous trouvez sur le catalogue, mais que vous pouvez faire venir, ça arrive avec des navettes en général en 24 heures, 48 heures, mais même si vous avez accès au magasin et que vous les cherchez, vous n'allez pas les trouver, et souvent c'est les plus anciens. Donc Marie-Claire connaît bien, on va souvent faire revenir dans ses recherches sur l'histoire de l'île. Ça doit être des inventaires, les cartes en tout cas, qui sont un peu plus compliqués, qui paraît un peu plus complet que le catalogue. C'est qu'il n'y a pas de classification, on a dit oui, absolument pas adapté aux cartes. Merci pour ces premiers échanges. On va donner la parole à Franck Laville pour la dernière partie de cette table ronde. On va finir de vous endormir là, avec un peu de géographie physique, là, comme vous l'aimez. Bon, je vais essayer de faire court déjà, parce que sinon vous allez craquer. Et puis, alors, moi c'est simple, je ne suis pas embêté, je fais par décennie, parce que, alors c'est peut-être un hasard, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des grandes périodes qu'on peut quasiment classer par décennie. J'ai même essayé de leur donner un petit nom. C'est une tentative. Donc déjà, les années... La géographie physique, elle est née, française en tout cas, elle est née ici. Elle est née ici. Dans les années 60, j'ai découvert... j'ai pas tout lu encore dans le bouquin, mais j'ai découvert déjà plein de choses. Pour ça, je vais lire la suite. Que la géographie physique était présente à l'Institut de Géo au sein d'un laboratoire d'université de toute la géographie qui s'appelait, alors on y cherche, CRDCG. Alors, Centre de recherche et de documentation, CG. Moi, le G, ça doit être géographie, le C, je ne sais plus. Bon, on ne va pas chipoter.
mais ça regroupait de la géographie humaine, le centre de documentation, un centre de documentation, un atelier de carto, et curieusement, un laboratoire de géomorphologie qui était au milieu de tout ce beau monde. Donc c'est bizarre. Je ne savais pas, j'ai découvert que c'était comme ça, donc très bien. Alors l'approche c'était une approche à l'époque de la... Alors c'était très géomorpho, mais pas que, et très, j'allais dire, par milieu, avec des grands maîtres qui étaient des spécialistes de milieu. Alors, vous n'avez pas beaucoup causé, on peut faire un petit truc. J'aime bien le participatif, moi. Pour un géomorphologue, je viens d'avoir un projet doublement financé sur la stratigraphie participative. C'est quoi ça? Pour ne pas s'embêter à faire des carottages, on demande aux gens qui ont creusé leur puits ou des puisatiers professionnels quelle est la strati. Et ça marche super bien, ils ont une connaissance de leur terrain, les locaux, les agriculteurs, ils connaissent les strates, alors ils ne vont pas mettre des noms super précis, mais nous, ça nous aide beaucoup pour faire ça. Bon, je ne vais pas raconter ma vie scientifique, mais tout ça pour vous dire, si je vous dis région méditerranéenne, vous allez me dire Biro, peut-être, enfin, quelqu'un de très connu. Les régions arides, pour les anciens, là. Coq, Drège, voilà, gagné, c'est ceux que j'avais notés. Les littoraux, le grand maître des littoraux, Wiltshire. Mais il n'y avait pas que de la géomorphologie structurale, il y avait le début de la climato, de la borne, voilà. Biogéo, Laurent, obligé. Le grand maître de la biogéo, un des premiers grands maîtres. Rougerie, oui, ils savent tout déjà. Donc j'ai appelé cette période un peu cette décennie, l'ère des grands maîtres, parce que finalement, vous voyez, sous des noms de gens, des grands maîtres qui ont quasiment créé des disciplines, peut-être pas, mais en tout cas, qui l'ont vraiment donné une vraie existence. Et ça après, ça s'est un peu perdu. Dans les années 70, alors le laboratoire de géographie physique, il est né en 69, après 68, où il y a eu plein de changements. Alors bon, les années 70, c'est l'ère un peu c'est l'éclatement de la Sorbonne, c'est l'ère des tiraillements de droite et de gauche, institutionnels entre universités, mais aussi entre sections du CNRS. Et pour la géographie physique, c'est à cette période, si je ne dis pas de bêtises, que les géomorphologues se séparent entre une tendance géologie, des géomorphologues qui sont issus de la géographie, qui sont partis en géologie, et une autre qui ont voulu rester en géographie. Ça a été dans le milieu des années 70 et 76, j'ai vu. Je ne connaissais pas la date précise, je l'ai trouvé dans le bouquin. C'est pas toi qui as écrit le chapitre ? Non, pas celui-là. Pas celui-là. Alors, parce qu'à l'époque, c'était encore la géomorpho bien pure et dure, on va dire, structurale, qui dominait quand même le paysage. Donc ces années 70, c'était l'ère des divisions. Ça explosait de partout, donc j'ai pas connu ça, j'étais encore jeune, mais il y a eu des restes par la suite. Les années 80, alors là on a une vraie mutation aussi en géographie physique, plusieurs d'ailleurs. En purement géomorphologie, la géomorphologie structurale, on s'est quand même rendu compte que bon, ça sert un petit peu, mais ça va pas donner du boulot aux étudiants. Et on s'est beaucoup plus tourné vers la géomorphologie dynamique, avec des choses qu'on n'enseignait pas trop avant, donc les interactions au milieu, l'érosion, l'homme et l'érosion. René Debois qui a vraiment lancé ce truc-là avec un bouquin qui était vraiment... Moi j'étais étudiant à l'époque, dans les années 80. C'était un bouquin vraiment de base. On travaille de plus en plus dans les années 80 sur l'évolution des paysages, sur l'effet du climat. Et puis voilà, les cours d'eau. Jean-Paul Bravard par exemple, qui était ici, qui a vraiment lancé toute une école, on va dire, sur les cours d'eau.
en climato, Gisèle Escourou, voilà, des gens comme ça où on commence un peu plus à travailler avec des nouvelles méthodes. Avant, c'était assez descriptif. Là, dans les années 80, il y a la mesure qui commence à arriver en climato et Gisèle Escourou, en géomorpho, on prend des mesures. Donc ça, ouais, c'est un peu l'ère de la mesure de terrain. C'était encore très axé terrain. 90, là encore, ça va encore évoluer avec, c'est l'ère de l'apparition du numérique. 90 et 2000, on peut les mettre un peu dans le même paquet, même si il y a eu une évolution, mais ça a beaucoup affecté la géographie physique, mais plutôt en bien, avec les outils numériques, les modèles numériques de terrain qui sont apparus. Ça a été quand même pas intéressant. La télédétection, les SIG, on utilise beaucoup les SIG encore maintenant, bien sûr, en géographie physique. Et il y a même des géographes physiciens qui se sont de plus en plus éloignés, on va dire, du terrain, et puis se sont focalisés sur des outils, la géomorpho avec outils, ou souvent en croisant les deux, ce qui était le mieux. Donc là, je dirais, c'est un peu l'ère du numérique. Parallèlement, c'est à ce moment-là aussi que la géographie physique se divise encore un peu. À un moment, ça a été une vraie division entre la branche environnement, justement, juste plus qui s'orientait vers la gestion des milieux, et on va dire les géographes physiciens pur jus qui sont restés au processus. Donc c'est très complémentaire, mais la filière environnement est née de cet aspect-là, quoi. Donc en gros, il y a toute la partie humaine, gestion, etc. Là, c'est vrai dans les risques, dans l'environnement. Une partie des géographes se sont focalisés plus sur les aspects sociaux de ces thématiques, et d'autres sont restés plus sur les risques, par exemple, plus sur l'aléa, ou l'environnement, plus sur des choses un peu plus classiques. Ça, c'est dans ces années-là aussi. Je vais aller très vite. Là, on travaille de plus en plus dans les années récentes sur les impacts du changement climatique. On a les stratégies d'adaptation avec le rôle croissant de la modélisation. Ça devient de plus en plus pluridisciplinaire, interdisciplinaire même. La géoarchéologie est née, ça fait un moment déjà, mais croisement avec la géographie physique avec les archéologues. Je parlais de disciplinarité tout à l'heure. En géographie physique, on est très très pluridisciplinaire. Voilà, et un peu plus impliqué dans l'aménagement du territoire, etc. Et maintenant, l'ère des divisions, je trouve, en tout cas si on prend l'UFR, parce que c'est là qu'on connaît mieux quand même, l'ère des divisions, quand moi je suis arrivé, je suis arrivé en pleine guerre quand même. Toi aussi, donc je dis pas que tu étais à l'origine de la guerre, mais je suis arrivé, il fallait compter les points, compter les coups. Et progressivement, je dirais, ça s'est apaisé, alors peut-être avec le départ de certains anciens qui étaient un peu bien, comment dire, Ils s'entendaient pas. Ouais, voilà, on va dire qu'ils ne s'entendaient pas. Pour faire simple. Mais au-delà de ça, depuis quand même pas mal d'années maintenant, il y a un regroupement. Alors, il n'est pas encore institutionnel, mais on y réfléchit. Mais en tout cas, entre la géographie physique et la partie environnement, donc plus partie sociale de cet aspect-là, ces aspects environnement et risque, travaillent de plus en plus ensemble. Des géographes physiciens interviennent dans le master environnement. Lydie s'y présente, qui n'est quand même pas une physicienne du tout, qui est venue au LGP, au laboratoire de géographie physique. Donc vous voyez, ça commence à être un peu tout mélangé, et ce qui est très bien, quoi. Et au moins c'est calme, c'est apaisé, ça fait du bien. Bon,
J'ai fini les années, qu'est-ce que je dirais sur l'avenir, sur les années 2020, l'ère de ChatGPT, peut-être, en géographie physique, j'en sais rien. On verra ce que ça donnera. Mais pour la vision d'avenir, ouais, c'est plutôt, je resterai sur cette dernière, sur l'ère de l'apaisement, je dirais, en tout cas en interne ici, et avec une vision de la géographie physique on utilise encore le terme, nous, et on le revendique, on n'a pas honte. Bon, mais ça a évolué, quoi. Ça a évolué, et maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, dans mes programmes de recherche, ce que j'aime, c'est pour ça que j'ai fait de la géographie, c'est toute la gamme, quoi. Je vais du plus physique, avec la modélisation, que je ne fais pas parce que c'est pas mon truc, de la mesure, bref, très physique, jusqu'à de la perception des risques. Moi, mon truc, c'est plus les risques, avec des aspects, enfin, moi, j'aime bien toute la gamme, parce que c'est ça, pour moi, la géographie. De voir, d'intégrer tout ça, c'est tellement... voilà, c'est systémique, on dit toujours ça à nos étudiants, et en géographie physique aussi. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini, il fallait que je fasse court. Peut-être une première question sur les relations justement entre la filière environnement et la géographie physique. Parce que cette filière environnement, elle est apparue dans les années 2000 et puis elle s'est étoffée ensuite. Est-ce que tu as l'impression qu'elle a porté préjudice en partie à la géographie physique, ou qu'au contraire, elle vous a aidé à vous recentrer sur l'essentiel, ou à renforcer vos spécificités? Renforcer, non. Préjudice, un peu, mais je dirais c'est la chose un peu préjudiciable et qu'on vit encore, qu'on observe encore aujourd'hui, et ça fait 20 ans que ça dure, c'est plus au niveau de la licence environnement, où il y a des erreurs de casting, on va dire, parce que pour les étudiants c'est perturbant. Des étudiants notamment, les étudiants de chez nous ça va, il n'y a pas de problème. Les étudiants qui viennent de l'extérieur, ils voient un master géographie, un master risque et environnement. Moi, si je prends mon cas personnel, je suis étudiant, je joue un master risque et environnement, je fonce là direct. Même si je veux faire de la géographie physique. Et en fait, c'est beaucoup de ces étudiants-là qui voulaient faire, pas beaucoup, mais certains qui voulaient faire de la géographie physique, bah, c'est pas dans ce master-là qu'on en fait plus, c'est plutôt de l'autre côté, en master géographie, à Dinarisque. Là, il y a une confusion dont on est conscient, qui nous embête, on réfléchit comment on pourrait améliorer les choses. Et là, bah, par exemple, j'étais en stage la semaine dernière en géomorphologie de terrain, et la moitié c'était des licences et L3 environnement qui demandent Dinarisque, qui veulent faire de la géographie physique. Et voilà. Et inversement, on a des gens qui arrivent dans le master géographie et qui font de la géographie physique et qui ont plus la sensibilité master environnement. Donc, mais souvent, les étudiants qu'on a postulent aux deux, on le voit bien, aux deux, à tous les masters. L'avantage, c'est que comme c'est séparé, alors ça c'est un avantage, comme les masters sont séparés, dans les deux, bah, ceux qui demandent master géographie, il est commun, et donc ils demandent c'est Dinarisque, et puis les autres, ils vont pas trop aller en géopolitique ou en développement. Encore développement, il y a moyen de croiser, mais le géopo un peu moins, ou d'autres choses. Donc ils ont l'avantage de pouvoir demander Dinarisque, master géographie physique, environnement, bref, et les masters environnement, les différents masters environnement. Donc ça leur donne un peu plus de possibilités. Ça, c'est plutôt l'aspect positif du truc. Le problème, c'est, en tant que préjudice, je sais pas ça, mais on en a pas mal, nous. Là, on vient trier les dossiers de M1, donc je suis plein dedans. On n'a pas fini d'ailleurs. Qui demandent Dinarisque, mais on sait très bien que leur truc premier, leur vœu premier, on le sent dans les lettres de motif, ou leur feeling, enfin leur sensibilité, c'est plus DDMEG ou Biotherm. On le voit, on le sent. Simplement, bah, ces masters, Laurent connaît bien, pour cause, et aussi, bah, ils sont très sélectifs et il n'y a pas des masses de géographes, donc on
récupère des fois des gens un petit peu par défaut qui iraient à des DMEG, mais il y a combien de places en DMEG? En géographie, 8. 8, voilà. Bioterre. Développement durable, management environnemental et géographie. Voilà. Bioterre, bah, guère plus en géographie. Oui, parce qu'on est ouvert aux autres disciplines. Parce que c'est pluridisciplinaire. Ouais. Donc les places sont très limitées, donc bah, ils se rabattent un peu sur Dynarisk où ils vont faire quand même de l'environnement. Mais voilà, c'est pas leur. Parce qu'ils mangent quand même pas mal de géographie physique dans Dynarisk. Donc voilà, ça c'est. Il faut qu'on repense tout ça. Ouais, On c'est. repense tout ça. Je rajoute juste une petite chose. Vas-y, Là, vas-y. On voit les différences entre géographie physique et environnement. Et tu sais ce que j'en ai pensé pendant longtemps, ce truc-là. Il y avait, je pense qu'il y a eu deux choses qui en fait nous rassemblaient, physiciens et environnementalistes, etc. C'est d'une part, on s'est toujours intéressé quand même au processus. On n'a jamais lâché par rapport à d'autres facs qui sont allés tout de suite sur de la, je dirais, l'environnement sous forme sociale, politique de gestion, etc. Ici, on a toujours eu le souci d'essayer de faire comprendre, que ce soit dans première, deuxième année, comment ça fonctionnait un petit peu, que ce soit les physiciens ou les environnementalistes. La deuxième chose qui nous rassemblait aussi, c'était le terrain. Même si on ne les faisait pas ensemble, enfin parfois on les a fait ensemble. Mais c'était de dire qu'il faut emmener les étudiants sur le terrain pour travailler. Donc il y avait quand même des points de rassemblement qu'on va choper après sur les questions d'héritage, d'institution. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'était beaucoup une question de personne. Il y avait quand même. Oui. Parce que voilà, le feeling il est commun, quoi. C'est-à-dire, on travaille sur les mêmes choses avec des entrées peut-être un peu différentes, mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, je t'ai demandé si la naissance de Ah oui, l'environnement. oui, donc j'ai une réponse mitigée. C'est pas une concurrence, c'est plus les étudiants qui ont un feeling un petit peu plus physique ou un peu plus question, mais ceux Dynarisk, 80%, ils nous mettent, moi je veux travailler dans la gestion de l'environnement ou des risques, gestion des risques beaucoup. Alors là ils vont plus peut-être vers nous. GGRC c'est pareil, les places sont encore plus dures à avoir et puis c'est un petit peu différent, mais ceux qui veulent faire vraiment de la gestion des risques naturels, on va dire, pour faire rapide, là ils viennent vraiment plus à Dynarisk. Mais on a beaucoup de gestion de l'environnement, mais voilà, on sent dans l'objectif. Et c'est peut-être en partant des besoins des étudiants qu'on peut essayer de construire quelque chose de plus commun. Peut-être une dernière question par là. Oui, alors là c'est une question qui dépasse largement la géographie physique. Donc je ne sais pas si vous voulez, c'est plus général, ça s'adresse à vous en tant qu'enseignant, chercheur, mais également à un certain nombre de personnes dans la salle qui, soit vous disiez que les bibliothèques, que les collections anciennes servaient pour les géographes, pour la géographie physique d'aujourd'hui. Donc ça je ne le savais pas, c'est très intéressant. Parce que sinon la question qu'on s'est posée beaucoup ces dernières années, et puis c'est quid des collections anciennes et patrimoniales de la bibliothèque, est-ce qu'elles peuvent encore servir aux géographes? Donc là vous avez amené une partie d'un élément de réponse, et je pense notamment qu'effectivement l'importance des vieilles thèses, voire parfois des vieux mémoires, qui sont parfois numérisés, il ne faut pas trop rêver encore, mais ne serait-ce que signaler, qu'on sache que ça existe en fait, est extrêmement important, et j'imagine en géographie physique aussi. Mais la question qui se pose, et là pour la bibliothèque qui a donc ces archives de Martin et Vidal, c'est qu'on a des sources extraordinaires pour faire l'histoire de la discipline. Et quel est l'avenir de l'histoire de la discipline? Je regarde beaucoup Marie-Claire. Est-ce que cette histoire est faite par les géographes? Est-ce qu'il faut la laisser aux historiens? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée parce qu'on devient... cette bibliothèque a un gros flou maintenant pour servir à l'histoire de la discipline. Mais on a des historiens qui font l'histoire de la géographie. Oui. Dylan Simon qui vient de faire une thèse sur Maxor. Il est historien de formation. Mais on a eu la même séance autour d'un livre il y a quelque temps, on a circulé à Sorbonne, et quand on lui a demandé pourquoi il avait choisi ce sujet, il a répondu il y avait à la Grève une question d'épistémologie.
et d'histoire de discipline qui m'a beaucoup intéressée et j'ai voulu continuer. Donc, pour ceux qui peuvent influencer les sujets d'Allemagne, on a du boulot. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a de la fluidité quand même dans les sciences humaines et sociales, en tout cas. Il y a de la fluidité entre les disciplines aujourd'hui pour les historiens des sciences. Oui, j'aurais répondu la même chose, c'est-à-dire que l'histoire de la géographie, il ne faut pas la faire disparaître de la géographie, mais il faut la répartir. Enfin, il faut que les travaux soient répartis entre historiens et géographes. Enfin, les historiens aiment plutôt faire de l'histoire de l'histoire. Je ne voudrais pas répondre à cette question, mais juste avant, on évoquait un point qui sur les ouvrages anciens, etc. Un truc qui m'avait choqué il y a ça fait un moment, quelques années, et puis pas mal de collègues aussi, on avait vu en bas de l'ascenseur, tu te rappelles, des grands cartons, des vieux bouquins, de vieux trucs, et c'est la bibliothèque qui débarrassait ça parce qu'on nous avait dit, mais on n'a plus de place, donc servez-vous. Je me disais, ah non, mais je voyais des trucs, des thèses je disais, mais quel dommage, bon, moi j'ai un peu mais je ne s'est jamais séparé de rien sans en conserver au moins un exemplaire. Ah ouais, d'accord. C'était probablement des doublons. Ah, c'était des doublons, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on voyait ça, je disais. En fait, on ne va jamais, surtout. Alors, c'est vrai que notamment pour l'enseignement, on peut avoir des manuels, des années. Il y a longtemps en 4-5 exemplaires, qu'effectivement on n'a plus la place de conserver, donc là on va conserver qu'un seul exemplaire. Mais parfois quand on se sépare, en tout cas il va toujours y avoir un travail aussi qui va être fait de savoir où est ce livre. Et si par exemple on est les seuls avec la BNF à l'avoir, on ne va jamais s'en débarrasser. J'ai une question très précise pour ça d'ailleurs. Pas le catalogue par cœur. Non, mais c'est une question très générale en fait. Enfin, précis générale, c'est vachement clair. Les mémoires avant, les mémoires de maîtrise, à l'époque, la bibliothèque demandait un exemplaire. Est-ce que ça c'est mis à la poubelle ou est-ce que vous avez encore? Parce que parfois ça peut être très utile. Nous n'entrons plus, nous n'acquérons plus, oui. Nous conservons. Mais les anciens, tous les anciens. Les anciens sont toujours là. Ah oui, ils sont là, oui. Parce que ça, parfois, effectivement, il y a des super mémoires. On a eu des bons étudiants et dans le Master 1, maîtrise à l'époque. Les maîtrises, c'était quasiment des thèses. D'abord, ils nous faisaient des trucs de 200 pages, les jeunes. Hein, et il y avait des trucs, mais c'est une mine d'informations, c'est des super boulots. En dehors de la bibliothèque, il y a des mémoires de master qui sont archivés sur Dumas. Je ne sais pas par quel circuit, comment on les dépose, mais il y a des plateformes d'archivage. D'accord. Parce que ça, c'est le plus dur à trouver. Il y a des critères qualitatifs aussi qu'on fait archiver, mais on n'archive pas que les thèses en bibliothèque. On archive les travaux d'étudiants. Non, mais c'est bon à savoir. Archiver, vous voulez dire donc consultable. On peut par exemple consulter une maîtrise des années 80. Même plus récente en fait, mais il y a des plateformes d'archivage spécifiquement dédiées aux travaux d'étudiants. C'est-à-dire que non, c'est en ligne en fait, c'est des mémoires. C'est un chantier devant ça. Aujourd'hui c'est consultable en papier. Oui, en papier. Il parle d'un projet que. Non, c'est ce que je veux dire. On peut venir consulter une mémoire de maîtrise papier des années 80. Non, ça c'est intéressant parce que c'est quasiment introuvable en fait. Autant les thèses, généralement il y a quand même quelques exemplaires. Le pauvre étudiant qui a donné son exemplaire à la bibliothèque et puis après le reste c'est parti aux oubliettes quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Il faut regarder si vous trouvez dans le catalogue, si vous ne trouvez pas, il faut partir du principe que tout n'est pas forcément signaler, je m'avance peut-être un peu, et écrire à Joël qui... Alors, écrire à l'adresse dédiée à toutes les demandes que vous avez envie de faire, qui s'appelle libgeo@bis-sorbonne.fr. Et par ailleurs, c'est vrai que la Bibliothèque universitaire de la Sorbonne, dans ses programmes de numérisation qu'elle prépare, prévoit aussi la numérisation de thèses, avec des questions qui seront de savoir si, en fonction du droit d'auteur, on peut les donner à consulter en intranet ou éventuellement les mettre sur Internet. Donc en fait, c'est des sujets qui sont aussi sur les thèses anciennes, qui sont en cours de réflexion. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de sites qui, en fait, décollent, qui numérisent avec l'accord des auteurs aussi des mémoires et les mettent en ligne. Donc je pense qu'il y a un mouvement assez général de l'enseignement supérieur et la recherche de prise de conscience de la valeur de ces documents
également, et de la possibilité de les rendre de plus en plus accessibles. En tout cas, c'est le cas de notre bibliothèque. BibGeo. BibGeo-bis-sorbonne.fr. C'est là. Voilà, vous prenez le petit signe qui est sur la table. Ah, mais il est là, d'accord. Voilà, vous allez sur le site aussi. Ah, bah voilà. Vous pouvez le faire avant aussi, mais le mieux c'est d'écrire comme ça, tout de suite, dans une réponse rapide. Ok, super. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à nous poser? Vous avez envie de faire des remarques, d'ajouter des éléments, des informations? Jean-Marie? C'est une question d'ordre pratique. Est-ce que cet ouvrage, on peut le trouver en librairie, n'importe où, en France, ou il faut venir spécifiquement Ici, vous êtes très bien situé pour l'acheter. Il se trouve à la boutique des éditions de la Sorbonne, juste en face de la rue, plus loin la rue de la boîte. Alors, les collègues des éditions n'ont pas pu venir. De rue Saint-Jean. Oui. C'est déjà en face. Sinon, ça peut être possible. Il doit avoir une boutique en ligne, l'édition de la Sorbonne. Oui. Mais Jean-Marie, tu as eu un exemplaire dans ton casier. Ah oui, pas pour moi. Pour diffuser. Ah, tu peux en acheter plusieurs exemplaires pour les offrir. C'est une très bonne idée. Une petite question. Pour mon père, j'ai remarqué au début de votre intervention, c'est que vous parlez des pourcentages entre professionnalisation et recherche. Donc, on voit 80% des élèves de l'université. Dire vers la professionnalisation, mais dans ma tête, ça résonne un peu bizarrement parce que c'est-à-dire que les chercheurs ne sont pas des professionnels. Bon, quel marché de travail a un chercheur en géographie actuellement en France? Combien je viens de finir une thèse moi-même et il n'y a pas de marché de travail dans l'anthropologie. Je me suis dit que c'était peut-être encore pire pour les géographes, ou peut-être pas. Alors, non, j'ai pas l'impression. Par rapport à d'autres disciplines, je pense que la géographie, quand on est docteur en géographie, j'ai parlé un peu plus pour mon domaine, mais les autres c'est encore plus facile, je sais pas, mais en tout cas moins difficile. On pense souvent qu'en faisant une thèse de géographie physique, on n'aura pas de boulot, c'est ce que souvent les étudiants entendent. Donc on a que les motivés qui restent et qui font une thèse, et en fait c'est faux. On arrive à les caser. Alors, bien sûr, on a changé nos thématiques. Une thèse de géomorphologie structurale, bon, moyen quoi. Mais de plus en plus de nos étudiants font des thèses justement très appliquées sur les risques, sur la gestion de l'environnement, sur des choses comme ça. Et donc, ou même en dynamique fluviale pour travailler sur les cours d'eau. Et ils arrivent à trouver du boulot. Dans des bureaux d'études. Il ne faut pas oublier qu'avec le changement climatique actuel, pour notre filière, que ce soit environnement et géographie physique, je ne dirais pas que c'est une aubaine, mais bon, il y a de plus en plus d'étudiants qui demandent cette filière. Là, les M1, on a 130 dossiers à Dinaris. En VE1, on ne regarde même pas les VE2 parce qu'on a 16 places, quoi. 130 dossiers. Avant, on n'en avait jamais autant, quoi. Alors ça vient peut-être aussi de la réorganisation, mais même l'année dernière, on en avait 80, je crois, je ne sais plus combien, même plus. Donc il y a un attrait des étudiants pour ces questions, parce que maintenant c'est médiatisé, puis il y en a beaucoup qui veulent sauver le monde. Hein. Donc ils travaillent en bureau d'études, mais aussi en collectivité territoriale. En collectivité territoriale. Et puis, alors, pour la géographie physique, souvent, nos étudiants, alors peut-être parce qu'ils ont parfois ceux qui sont un petit peu plus scientifiques dans l'âme, ils ont peut-être un peu tendance à aller vers notre matière ou vers la modélisation ou du SIG, etc. Et donc, ils sont assez forts en outils, carto, SIG, généralement. Et quand ils sortent d'une thèse, par exemple, ou d'un master, ils ont quand même cette compétence, outils sont assez costauds, et puis la thématique, environnement, risque, et on vient les chercher, alors parfois peut-être plus pour les outils que pour le reste, mais ils arrivent, on n'en a pas beaucoup qui... J'ai fait des stats l'autre fois pour Dinaris, justement.
Et il y en avait très peu, il y en avait 10% qui n'avaient pas trouvé de boulot dans le domaine, on va dire. Et là, la question portait sur l'après-thèse, en fait, plus précisément. Ouais, mais pour l'après-thèse, c'est pareil. Là, on en a une qui vient d'être recrutée dans un bureau d'études en hydrologie, en hydrologie, en dynamique fluviale, en aménagement des cours d'eau plutôt, mais ils l'ont prise pour ses compétences de connaissance des processus, que disait Laurent tout à l'heure. Et de la géomatique. Et de la géomatique aussi. C'est souvent cette double compétence qui est bien... Et du côté de la géographie humaine, c'est le même cas ou pas? Il y a une petite partie qui va partir vers la recherche, mais pour le reste, ça va être des emplois en collectivité, c'est énorme, la palette des emplois possibles est énorme, en dehors de l'enseignement, parce qu'il reste toujours l'enseignement d'histoire-géographie. Donc, les ONG, les collectivités, entreprises aussi, il faut les entreprises. Non, c'est très large. Ça donne une idée. Je voudrais juste signaler qu'ils ont une thèse justement dans la géographie sur les éditions des Merci. Merci. Après, ça dépend beaucoup des étudiants. Les bons qui savent se vendre, ils y arrivent. Les bons ou alors ceux qui savent se vendre. Moi, je donne toujours l'exemple d'un de mes étudiants qui avait fait la licence environnement, qui avait fait son mémoire à l'époque, c'était déjà Master 1, qui était vraiment pas l'étudiant le plus brillant que j'ai eu. Je ne donne pas son nom. Non, je ne donnerai pas son nom. Mais alors, le gars, il avait une tchatch, il aurait vendu, c'était un vrai commercial. Il a fait un super stage au Laos dans la gestion du risque inondation. Il avait organisé un colloque, il prenait le téléphone, il appelait les gens à l'ONU à New York. Un étudiant quoi. Et là, depuis bien une dizaine d'années, il est responsable du département gestion des risques dans une ONG australienne. Il vit en Australie. Enfin, il a eu une carrière super. Mais c'est pas par... Voilà. Je ne veux pas dire que c'est pas par le cerveau, mais il y a d'autres qualités que... voilà, c'est pas toujours les élèves qui ont 18, les étudiants qui ont 18 de moyenne, bonsoir, qui arrivent à se caser. Voilà, ça dépend tellement de la personnalité. On en a eu des très bons mais très introvertis. Là, c'est plus dur, même s'ils sont très forts. Donc voilà, ça joue beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clore la table. Non, moi, c'était aussi sur l'accent qui mettait sur la professionnalisation qui m'a interpellée. Je me demandais ce que ça voulait dire aussi. C'est un terme très générique. Donc, vous avez en partie répondu. Je me souviens qu'à un moment, on parlait beaucoup du différentiel entre les étudiants sortant de l'université et les étudiants qui auraient le titre d'ingénieur. Et on notamment essayé de créer un diplôme d'ingénieur géographe. Donc je pense que ça a été abandonné. Mais est-ce que ça veut dire que maintenant, sous le de professionnalisation en géographie, il y a toutes sortes de filières possibles, de niveaux possibles, de capacités, donc parfois géométriques, il y en a beaucoup, je crois, dans certaines universités notamment, peut-être moins systématiquement ici. Ici, comme vous disiez au début, il y a une grande palette de débouchés, dans des secteurs extrêmement différents, il me semble. Mais voilà. Il y a toujours la compétence. Est-ce qu'il y a une compétence, juste là, par exemple, est-ce qu'on peut comparer le niveau de salaire d'étudiants de géographie après 5 ans et celui d'étudiants sortant du professionnel, ingénieurs, etc. Les salaires des étudiants issus des grandes écoles d'ingénieurs sont toujours supérieurs à ceux des étudiants issus de l'université.
Même si on accueille dans nos Master 2, par exemple, ces étudiants d'école d'ingénieurs qui peuvent faire leur 3e année chez nous. Parce qu'ils ne trouvent pas la même diversité de contenu dans leurs écoles, qui sont peut-être trop spécialisés. Néanmoins, à la sortie, les salaires seront différents. Je ne dirais pas que c'est une concurrence directe parce qu'on ne fait pas vraiment la même chose. Si je prends l'exemple des cours d'eau, les gens qui sortent d'école d'ingénieurs, ils vont faire de la modélisation des cours d'eau, de l'eau, le risque inondation, etc. Dès qu'on met un peu de cailloux, un peu de sédiments dans l'eau, ils ne savent plus faire parce que les modèles ne marchent pas. Voilà, c'est tout simple. Et donc, quelqu'un qui a une approche de terrain, nos géographes qui ont une approche plus terrain, vont pas être vraiment en concurrence, c'est différent. Et l'autre gros avantage qu'on a, c'est que nous, on est vraiment à l'interface entre l'homme-milieu et les ingénieurs. C'est super matheux, voilà, mais l'homme là-dedans, voilà, nous on a cette vision. Alors on nous dit souvent, on entend souvent, on a tous entendu ici, enfin ceux qui sont géographes, qu'on touche à tout mais qu'on est spécialiste de rien, ce qui est faux. On a tous au moins une spécialité, mais qu'on touche à tout, c'est à peu près vrai et c'est une force, ça. C'est vraiment notre force. On peut discuter avec un sociologue, avec un ingénieur, avec un géologue, avec un géophysicien. Bon, ça va pas trop loin non plus, mais pour un truc, on comprend ce qu'ils disent. Au LGP, en ce moment, on a un postdoc de l'IDI qui est sociologue, et qui est au laboratoire de géographie physique. Donc, les choses évoluent, hein. C'est l'IDI. Et au début, ça a peut-être été un peu dur, mais il commence à s'y faire et les collègues aussi commencent à s'y faire. Il est bien traité. Voilà, il est bien traité et c'est très bien, c'est super ça. Et lui, son boulot, c'est justement de faire dialoguer des gens d'horizons différents. Donc mais c'est la force des géographes, ça. C'est notre grande force et c'est pour ça qu'il arrive à se vendre. N'est-ce pas, Denise? Oui, pardonnez mon retard. Non. Mais en suivant ce que disait Marie-Claire, je crois qu'on avait l'exemple des géographes espagnols qui ont obtenu la définition d'un statut. Alors, je ne sais plus quelle est la dénomination exacte, expert géographe ou voilà, expert géographe, donc avec les deux volets physiques et humains que tu signales, sur lequel tu insistes. Et c'était au nom de ça, justement, qu'ils voulaient faire reconnaître la profession et également pour des questions de positionnement dans la grille de salaire par la suite. Mais il y a du boulot en France. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné en Espagne, parce que je pense qu'ils sont allés au bout, mais ça serait intéressant peut-être de retrouver l'association des géographes espagnols et puis d'avoir des éclaircissements sur la manière dont ils ont procédé pour se faire identifier en tant que géographe. C'est vrai. Une tâche de plus. Ah oui, au fond. Mais on a la chance, nous, la géographie, il n'y a pas l'équivalent. Enfin, à l'école d'ingénieur, on a le NSG, mais c'est différent. Le NSG, c'est pas de la géographie au sens pratique. Donc, voilà, c'est complémentaire. Donc, ça, c'est bien. Dans certains domaines, elles sont beaucoup plus en concurrence en géosciences. Entre écoles d'ingénieurs et les jeunes qui vont à la fac. Là, il y a une vraie concurrence dans certains domaines. Donc là, c'est plus dur. À Sciences Po récemment, depuis quelques années, ils ont développé des masters qui sont quand même assez proches de l'esprit géographique. Ça ne s'appelle pas géographie, bien entendu. Ils ont des études urbaines, des études territoriales, et je pense que là, il pourrait y avoir une certaine concurrence. Pour la géographie humaine, bien sûr, plutôt que pour la géographie physique, mais et ça se développe vraiment. Je crois qu'ils emploient des géographes aussi parmi leur corps professoral. Je ne sais pas, je ne connais pas tellement. Bon, on a connu des géographes qui travaillent à Sciences Po. Bon, Lévy a travaillé à Sciences Po, il y a d'autres collègues qui ont travaillé à Sciences Po, mais c'est pas Lévy qui avait développé ça. Et récemment, il y a pas mal de gens. Je crois qu'il y a un géographe américain qui travaille à Sciences Po. Storper, aussi Eric Berdel. Yes, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, donc c'est dans cet esprit-là. Il y a quand même et ça, c'est quand même une certaine concurrence, on peut dire, dans un esprit tout à fait différent de la Russie, bien sûr.
parce que c'est Sciences Po, parce que ça coûte cher, c'est des écoles qui coûtent cher quand même. Et les prix sont quand même... la scolarité à Sciences Po, maintenant c'est au-delà de 10 000 €, hein, c'est quand même quelque chose... Bon, il y a quelques bourses, mais ça, il faut y penser, il faut savoir. Effectivement, à l'Institut de physique du Globe, donc des purs jus géophysiciens, ils ont recruté une... pas une géographe, justement, elle vient de Sciences Po. Pour les sciences, la partie sciences sociales. Et... Bon, voilà. Oui, donc voilà, ça... Les Sciences Po se placent, hein, c'est sûr. Ils arrivent à se placer parce que c'était Sciences Po. En matière de salaire, effectivement, là aussi... Je la connais très bien, on travaille ensemble. Si on sort bon, elle n'a pas le bagage des étudiants de M2 d'ici. Il se trouve que j'ai une nièce qui est à Sciences Po, qui est en M2 à Sciences Po, et elle est en stage, comment ça s'appelle, l'Agence nationale des territoires. C'est à côté de l'UNESCO, là, en ce moment. Ils ont beaucoup de gens avec ce profil, en fait, on va dire. Et elle n'est pas passée par la géographie, elle est passée par Sciences Po, à Sciences Po de province, et puis après Sciences Po Paris. Enfin, on reste quand même extrêmement attractif. Absolument. On a un nombre de candidatures très important. On peut revendiquer. Trop important. Je voudrais faire aussi un petit commentaire à propos de la place accordée à la bibliothèque, et en particulier passer de la bibliothèque. Il y a de l'opportunisme et du fondamental, dans l'intérêt que j'ai apporté en tout cas. L'opportunisme parce qu'il y a aussi dans cette même série, je ne sais pas combien, il y aura de volumes sur le jour, à l'occasion du jubilé. Et l'un des premiers volumes qui est sorti porte sur la bibliothèque de la Sorbonne. Et des langues, très bien. Et j'ai découvert en lisant qu'il y avait une histoire profonde de la bibliothèque de la Sorbonne qui remonte très loin et qui nous montre que le style bibliothèque universitaire que nous connaissons, qui nous semble peut-être être le mode normal, c'est très récent. Ça date justement de la constitution des universités à la fin du 19e, à la Sorbonne, etc. Et qu'il n'y avait pas ça, qu'il n'y avait ni cet ensemble, cette réunion de documents, ni tous les moyens qu'on a pour les diffuser. En tout cas, voilà, il y avait ce point. Ils ont fait pareil pour la bibliothèque de la Sorbonne en remontant au Moyen-Âge, orienté en 1860. Bon. Il y a une autre opportunité qui est apparue dans les années 90-95, qui est évoquée, qui était un travail fait dans le cadre d'une opération initiale à la découverte d'un quartier scientifique, parcours de la recherche. C'était les années 90-95, où on faisait beaucoup de sciences ouvertes, ça peut être encore fait. Et donc, il y a eu tout un ensemble de recherches sur, je vais passer la petite brochure, sur l'ensemble des institutions de recherche qui se trouvent sur la montagne Sainte-Geneviève. J'ai suivi un stage documentaliste. Et nous avons donc fait ici un travail de recherche sur les fonds, sur les matériels, presque plus de matériel, contrairement à beaucoup des institutions basiques. Mais en tout cas, cette association a organisé à l'époque des visites, des parcours, donc sur la bibliothèque, appuyé sur ce petit document qui raconte à propos de toutes les institutions, y compris l'Institut de géographie, un petit peu l'histoire, un peu les thématiques, etc. Et puis, depuis, existent toujours des visites, c'est toujours de l'opération musée en plein air, comme les équipes québécois. Il y a toujours des visites organisées. Il y en avait récemment sur, je crois que c'était l'Institut de chimie, une des institutions de chimie, pour voir les préparations, le matériel, etc. Donc il y a cet aspect qui peut aussi encore
éventuellement nous concerner. Bien que nous ayons passé beaucoup de temps pour les journées portes de sciences en fait, face à un public très maigre. Donc nous avions quand même fait des recherches, je dis nous, donc c'est les stagiaires et nous-mêmes, fait des recherches sur les lectorat, etc., et par entretien avec les plus anciens encore. Et donc, bien évidemment, il y a aussi un aspect de recherche fondamentale qui consiste à faire de l'histoire de la pratique scientifique. L'histoire de la pratique scientifique, ce sont les lieux, les moments, les outils, les bibliothèques, les livres, etc., les relations. Et c'est dans ce cadre qu'évidemment, nous sommes aussi quelques-uns à être très intéressés par locaux même, l'organisation, les stratifications d'un immeuble, les passages ou non possibles entre les chercheurs. Nous, aujourd'hui, à Condorcet, on est enfermés dans une petite cage. Il y a des couloirs où il n'y a jamais personne, alors que comme la photographie de Louise, c'est tout à fait faux. Le couloir de la rue du Four, d'il y a 5 ans encore, jouissait de conversations, etc., avait des affiches, c'était un autre lieu que ce qu'on a pensé. Donc voilà, la recherche fondamentale, c'est pas seulement, c'est bien évidemment, justement, comme tu disais, recourir aux anciens livres. On ne trouve pas facilement aux archives personnelles, là, vous avez et donc, je pense que pour moi, c'est la recherche fondamentale autant que la recherche que fait quiconque ici, chercheurs. Voilà. Il y a beaucoup de trucs sur le passé court pourtant de ce fonds bibliothèque, mais je crois que tu l'as dit, on ne sait pas encore exactement comment c'est composé cette bibliothèque, parce qu'on n'a pas les inventaires suffisamment complets, les dons, c'est pas très bien. Il y a du travail à faire, comme on l'a dit. Par exemple, voir les différents temples sur un livre, ou bien mettre en constituer avec son origine. Et les circuits par tel ou tel ouvrage ou document est passé. Voilà. Merci Marie-Claire pour ces remarques. Donc on va peut-être, je crois qu'il est l'heure de clore la table ronde. Donc merci à toutes et à tous pour votre participation, votre présence, et puis surtout bonne lecture. Ça vaut la peine. Bravo, je n'ai pas presque tout lu, moi. merci.